Bulletin F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 7, aussi appelé l'épisode Kimi Räikkönen. En effet, il s'agit du numéro de course de notre Finlandais préféré. Un petit conseil les amis, laissez-le tranquille car il sait ce qu'il fait et donnez-lui tout de suite un volant. Au menu cette semaine, on consacre cet épisode au Grand Prix du Canada, prochaine manche du championnat du monde de Formule 1 2019. Comme cette course est située à la maison à Montréal, on a décidé de créer un avant-course beaucoup plus détaillé que celui que vous pouvez trouver ou lire sur bulletinf1.com avant chaque Grand Prix. Je vous ai concocté un guide audio sur l'histoire du Grand Prix canadien, sur le circuit Gilles Villeneuve et sur les informations concernant votre visite pour cette épreuve souvent excitante. Le Grand Prix du Canada est l'événement qui entame la saison estivale à Montréal. Les terrasses des restaurants se remplissent, tout comme les hôtels d'ailleurs. Les rues du centre-ville sont bondées de touristes. Il y a énormément de festivals reliés à la course. Bref, Montréal se met sur son 31 pour accueillir l'élite de la course automobile au circuit Gilles Villeneuve. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Du 7 au 9 juin se déroulera la 56e édition du Grand Prix du Canada, la 50e comptant pour le championnat du monde de Formule 1 et la 40e au circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Pourquoi le chiffre 56, me diriez-vous? Eh bien, c'est parce qu'avant la Formule 1, le circuit de Mosport, à 75 km de Toronto, était l'hôte de ce rendez-vous automobile entre 1961 et 1966. Le tracé ontarien accueillait cette course dans le cadre de la série Canadian Sports Car Championship avec des voitures de tourisme. En 1967, pour célébrer les 100 ans de la Confédération du Canada, Mosport était donc la place idéale pour accueillir une course du championnat du monde de Formule 1. C'est Sir Jack Brabham qui remporta cette première édition au volant d'une voiture éponyme. D'ailleurs, le trophée remis à Brabham était similaire au logo centenaire de la Confédération canadienne. L'année suivante, c'est Mont-Tremblant qui accueillait la compétition en alternance avec Mosport. Le Grand Prix revint dans les Laurentides en 1970, et ce pour la dernière fois. Le circuit de Mont-Tremblant, à 1h30 de Montréal, était jugé trop dangereux par les pilotes. Or, à partir de 1971, c'est Mosport qui obtint le statut permanent d'hôte du Grand Prix du Canada. L'événement eut lieu sur cette piste jusqu'en 1977, à l'exception de 1975 où aucune course de Formule 1 n'eut lieu sur le circuit ontarien. C'est aussi en Ontario que la première voiture de sécurité fut déployée en Formule 1. Lors de l'édition de 1973, un accrochage entre François Sévère et Jody Scheckter au 32e tour entraîna la présence d'une Porsche 914 sur le circuit. Conduite par le Canadien Epi Witzes, qui avait d'ailleurs participé au premier Grand Prix de Formule 1 en 1967, la voiture de sécurité se plaça devant un retardataire permettant à plusieurs pilotes, dont le vainqueur, l'Américain Peter Revson, de prendre un tour aux autres. Pour les mêmes raisons, celles de sécurité invoquées pour Mont-Tremblant, les instances de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, décidèrent de ne plus aller à Mosport après le rendez-vous de 1977. Cela voulait donc dire qu'il fallait trouver un nouvel endroit au Canada où rouler. Initialement, la brasserie Labatt, commanditaire du Grand Prix, voulait amener la Formule 1 dans les rues de Toronto car cela représentait une bonne occasion d'accroître le marché en Ontario où la marque était très bien établie, et aussi parce que Labatt avait déjà un emplacement prévu pour la course, l'Exhibition Place, le même lieu
où se déroule l'épreuve IndyCar lors du mois de juillet. Le circuit urbain passerait dans l'ancien stade de l'Exhibition, domicile des Blue Jays de Toronto et des Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne de football, et emprunterait le boulevard Lakeshore, qui encore aujourd'hui est utilisé pour l'épreuve IndyCar. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Toronto désirait organiser la F1 dans leurs rues. En 1968, un consortium d'hommes d'affaires mené par le pilote et businessman George Eaton avait envoyé une proposition de course sur ces mêmes lieux, mais le département du transport de l'Ontario et Mosport se sont opposés à l'idée. Pour 1978, le gouvernement torontois refusa la proposition de transférer le Grand Prix du Canada dans leur rue de leur ville. Apprenant la nouvelle, Maurice Legault, le directeur de la BAT au Québec, sauta sur l'occasion et décida, avec l'aide du maire de Montréal dans le temps, Jean Drapeau, de prendre les rênes du dossier du déménagement de la F1 dans la métropole montréalaise. Le projet fut approuvé par toutes les instances gouvernementales. Maintenant, il fallait trouver un lieu pour organiser la course. Plusieurs options existaient. Laval, le parc Angrignon dans le sud-ouest de l'île, Mirabel, Ville-Saint-Laurent et même le stade olympique. D'ailleurs, une proposition de circuit avait même été dessinée pour le stade olympique. La piste passerait à l'intérieur de l'arène avant de ressortir dans les rues du quartier Hochelaga. Malheureusement, cela ne se concrétisa pas car les rampes d'accès du Big O, le surnom du stade olympique, étaient trop étroites pour faire entrer les bolides. Or, Roger Peart, ancien pilote à ses heures, mécanicien et montréalais d'adoption, opta pour un autre lieu, l'île Notre-Dame. Le circuit passerait autour de certains pavillons ayant servi à l'Expo 67. Le projet fut approuvé et le Canada retrouva sa place au calendrier pour le dimanche 8 octobre 1978. La construction du circuit de l'île Notre-Dame débuta en juin afin de se terminer en septembre. Pour qu'elle soit conforme aux règles de la FIA, la piste reçut la Formule Atlantique en septembre comme épreuve test. Pour le premier Grand Prix du Canada à Montréal, le premier vainqueur fut celui que la foule québécoise espérait voir sur la plus haute marche du podium, Gilles Villeneuve sur la Ferrari numéro 12. Le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu profita de l'abandon de la Lotus de Jean-Pierre Jarier pour remporter l'épreuve pour la première fois de sa carrière. Villeneuve offrit à ses partisans de bons résultats sur la piste insulaire, surtout en 1981 quand il amena sa Ferrari, dépourvue d'un aileron avant, au troisième rang de cette édition pluvieuse. Ce sera malheureusement sa dernière présence à Montréal. En effet, Gilles Villeneuve fut tué lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder. Quelques semaines plus tard, le circuit de l'île Notre-Dame fut rebaptisé en l'honneur du pilote québécois. L'édition de 1982 fut la première disputée lors du mois de juin, mais malheureusement, d'autres nuages noirs s'ajoutèrent au ciel gris du Grand Prix du Canada 1982. Le pilote italien Riccardo Paletti, au volant de sa Osella, trouva la mort au départ de la course en percutant la Ferrari de Didier Pironi qui avait calé. Le circuit Gilles Villeneuve a vu de nombreux événements. La première victoire en carrière de 5 autres pilotes, hormis Gilles Villeneuve. Il y a eu Thierry Boutsen en 1989, Jean Légy en 1995, Lewis Hamilton en 2007, Robert Kubica l'année suivante en 2008 et Daniel Ricciardo en 2014. Il y a eu Nigel Mansell qui a calé dans le dernier tour de la course, permettant à Nelson Piquet de gagner cette épreuve. Il y a eu aussi cet accident effroyable de Robert Kubica en 2007. Et évidemment, on a vu le Grand Prix de Formule 1 le plus long de l'histoire en 2011. Jenson Button sur McLaren remporta cette épreuve en 4 heures 4 minutes, 39 secondes et 357 millièmes avec une interruption de 2 heures en raison de la forte pluie. Cette course brisa quelques records, évidemment la course la plus longue, mais aussi la vitesse moyenne la plus lente pour un vainqueur, avec une vitesse moyenne de 74,864 km/h,
le plus grand nombre d'arrêts au stand pour un vainqueur avec 6, puisque Button s'était accroché avec Lewis Hamilton, avec Fernando Alonso, avait pris une pénalité pour avoir roulé trop vite, je crois, et évidemment les 2 arrêts avec les changements de conditions de la météo. Et en plus de ça, on a eu le plus grand nombre d'interventions de la voiture de sécurité avec 6. Or, le Grand Prix du Canada nous offre très souvent de moments mémorables et surtout de très belles courses. Voici maintenant l'histoire du circuit Gilles Villeneuve. Donc, comme je le disais, le circuit fut conçu par Roger Peart, qui en fait est un ingénieur chez Pratt & Whitney à Longueuil, mais aussi un pilote de rallye à Césaire. Le Montréalais d'origine britannique prit une trentaine de minutes pour penser que l'île Notre-Dame serait l'emplacement idéal pour une course de Formule 1 à Montréal. L'île artificielle, construite pour l'Expo 67, se trouvait à 5 minutes d'une station de métro. En plus, le maire de Montréal, Jean Drapeau, avait annoncé que Notre-Dame deviendrait un lieu pour des événements sportifs. Or, 1 plus 1, ça fait 2. Drapeau accepta donc les plans de Peart et la piste de course fut dessinée autour de quelques pavillons restants de l'Expo 67. Elle longeait le bassin olympique utilisé pour des compétitions d'aviron et de kayak pour les Olympiques d'été de 1976 à Montréal et englobait le lac des Régates dans le centre de l'île qui deviendra la plage Jean Doré. Le tracé original de 4,5 km avait une ligne de départ-arrivée située dans la portion est de l'île Notre-Dame avec des garages temporaires. Roger Peart avait dessiné un circuit rapide, similaire à celui de Monza, mais avec 2 épingles aux extrémités de l'huile. Après le succès d'octobre 1978, avec la victoire entre autres de Gilles Villeneuve, quelques virages ont été modifiés pour l'édition de 1979, plutôt adoucis devrait-on dire. Lorsque le Grand Prix du Canada de 1987 eut lieu sans la Formule 1, en raison d'un différend entre les brasseries Labatt et Molson qui parrainaient la course, le circuit Gilles Villeneuve se dota de nouveaux paddocks et d'une nouvelle ligne de départ dans la portion ouest du circuit, celle où se trouve justement la ligne de départ actuelle de la piste. En 1994, suite aux accidents tragiques d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger à Imola, une chicane temporaire fut installée dans la section rapide du Casino de Montréal. Elle sera enlevée après l'édition de 1995 pour une longue ligne droite comme on la connaît maintenant. Pour 2002, l'épingle Est fut raccourcie et la ligne des puits prolongée jusqu'au virage 2 afin que les voitures rejoignent la piste sécuritairement. En effet, on a vu Michael Schumacher, en 1998, rejoindre la piste en sortant de la ligne des puits qui menait justement au virage 1 en tassant Heinz-Harald Frentzen qui dut abandonner puisqu'il se retrouvait enlisé dans la ligne des puits. Schumacher fut pénalisé par un drive-thru. On est passé d'un tracé de 4,5 km en 1978 à celui de 4,361 km aujourd'hui, mais l'essence même de la piste n'a pas changé du tout. De nos jours, les voitures peuvent boucler un tour en 75 secondes. Cependant, les pilotes doivent se méfier du piège numéro 1, le mur des champions. Situé au virage 13 et 14, les derniers du circuit, ce mur a vu plusieurs champions l'embrasser. Surtout en 1999, quand 3 champions de Formule 1, Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve, l'ont heurté durant la course. Villeneuve pourra se vanter, ce n'est pas son dada de se vanter, de l'avoir tapé 2 fois dans sa carrière, la première étant en 1997. À part ces 3-là, d'autres champions l'ont visité. Outre Sebastian Vettel en 2011, Jenson Button en 2005 et Nico Rosberg en 2006, qui ont été sacrés champions des pilotes en Formule 1, il y a eu Alexander Wurz en 1997 qui a remporté les 24 heures du Mans, Ricardo Zonta en 1999, champion de la série FIA GT Sport, Nick Heidfeld en 2001,
champion de la Formule 3000, Rubens Barrichello, champion de la Formule 3 britannique, Juan Pablo Montoya, qui a gagné la série Kart, aujourd'hui IndyCar, et les 500 000 d'Indianapolis en 2006. Il y a eu Kamui Kobayashi en 2010, qui a remporté les 24 heures du Mans et le championnat du monde d'endurance. Et plus récemment, Lance Stroll, qui est champion de la Formule 3 européenne. Pour cette année, le circuit Gilles Villeneuve s'est doté d'un tout nouveau paddock. Finalisé à temps pour l'édition 2019, cette infrastructure est tout simplement magnifique. Afin de renouveler son contrat d'association avec le championnat du monde de Formule 1 jusqu'en 2029, le tracé montréalais avait besoin de renouveler l'équipement de ses paddocks selon les normes de la FIA. Elle remplace donc les installations présentes depuis 1988. Les anciens garages ont été détruits en juillet dernier et cela a donc pris 10 mois pour être érigés. L'espace paddock, le nom appelé ainsi par le parc Jean-Drapeau, qui réunit l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène, contient une capacité de 5000 personnes contre 8000 pour l'ancien. La nouvelle infrastructure se tient maintenant sur 3 étages. Le premier, on a les garages des écuries, on retrouve aussi la tour de contrôle et des locaux administratifs. Sur le deuxième étage, on retrouve le podium, des loges corporatives, ainsi que la salle de presse, plus des cabines de diffusion, puisque celles qui étaient situées devant le mur des champions ont été démolies, Dieu merci. Et finalement, au troisième étage, on retrouve une terrasse et des loges corporatives. Le bâtiment aura désormais une vue impressionnante sur le circuit, mais aussi sur la ville de Montréal et le Mont-Royal. En plus, il sera utilisé pour des événements corporatifs post-Grand Prix du Canada. Avec des salles complètement modulables, ce sera l'endroit idéal pour n'importe quelle activité. Donc ça peut être des fêtes, des conférences de presse, des vernissages, etc. J'ai vu la démolition des anciens garages en juillet dernier parce que je passe pratiquement tous les jours sur le circuit Gilles Villeneuve. Et la construction de l'espace paddock. Et laissez-moi vous dire que j'ai très hâte de voir le produit final. Finalement, le circuit Gilles Villeneuve possède une infrastructure moderne et utilisable pour plus d'une fois dans l'année, à défaut de ne pas avoir une seconde course sur l'île Notre-Dame, puisque auparavant, la piste avait accueilli l'équivalent du championnat du monde d'endurance en 1990, quelques courses de Champ Car et la série Nationwide de NASCAR. Maintenant qu'on a fait le tour de l'histoire du Grand Prix du Canada et du circuit Gilles Villeneuve, c'est l'heure des informations générales sur l'événement en tant que tel. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, rendu sur le site. Tout d'abord, commençons par l'information la plus importante de tous, les billets. Vous n'avez pas encore acheté le vôtre? Mais qu'attendez-vous? Dit celui qui ne l'a pas encore fait. Pour ce faire, c'est simple. Il faut visiter le site gpcanada.ca, le site officiel de l'épreuve, et cliquer sur l'onglet « Billets et loges ». Ensuite, sélectionnez la tribune désirée. Attention, il reste des places aux tribunes Lance Stroll, qui est située à l'épingle Est, la tribune 47 sur la droite du casino. Vous serez ensuite redirigé sur le site de Ticketmaster pour compléter l'achat du ou des billets désirés. Vous avez l'option d'obtenir le billet en format mobile, question de sauver du papier, ou bien de le récupérer à la billetterie temporaire du Grand Prix du Canada, située à la sortie du métro Jean-Drapeau. Si vous ne désirez pas acheter vos places en ligne, la billetterie sera ouverte les jours suivants. Donc, le lundi 3 juillet 2019, de midi à 18h. Même chose pour les mardi 4 et mercredi 5 juin, toujours de midi à 18h. Elle sera ouverte jeudi de 8h à 20h, vendredi le 7 de 7h à 18h30, samedi
de 6h30 à 18h30 et dimanche, jour de course, de 6h30 à 15h. Si vous détenez des billets pour les 3 jours du Grand Prix, il faudra montrer la bonne date à l'entrée du site. Sinon, le scanner va refuser le billet. Afin d'éviter toute tentative de fraude, c'est-à-dire la copie de billet, on retrouve un code barre unique sur le billet. Si, entre 2 séances officielles de Formule 1, vous désirez quitter les lieux pour revenir ensuite, le ou la préposé au billet devra valider votre accès. En refusant cette option, vous ne pourrez pas retourner à votre place et si vous voulez y retourner, il faudra acheter un autre billet. Et connaissant le prix des billets au-delà de 80, par exemple si vous y allez samedi en admission générale ou bien même 120 toujours en admission générale le jour de la course, c'est mieux de garder votre billet sur place et de faire en sorte de revenir sain et sauf sans avoir à débourser un autre 100$ et plus. Si vous perdez votre billet avant l'événement, vous avez l'opportunité de le réimprimer à partir du compte en ligne que vous avez créé sur Ticketmaster ou vous pouvez tout simplement communiquer avec le groupe de course Octane, les promoteurs du Grand Prix du Canada, au 514-350-4731. Je dois indiquer aussi que l'acheteur initial peut demander un billet de remplacement, puisque il y aura une pièce d'identité nécessaire pour éviter toute fraude. Si vous perdez votre billet sur le site, allez tout de suite à un membre du service à la clientèle du Grand Prix du Canada, puisque ce dernier va prendre les mesures nécessaires pour vous aider et retrouver le billet si jamais il est perdu pour de bon. Une fois vos places achetées, vous êtes désormais prêt ou prête à vivre l'expérience du Grand Prix du Canada. Une journée au circuit Gilles Villeneuve, elle est longue. Donc, il faut amener des objets pour s'occuper. D'ailleurs, qu'est-ce qui est permis sur le site et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est permis, vous avez droit à vos caméras, appareils photo, pour des images à usage personnel seulement. Donc, vous pouvez amener votre téléphone aussi sans problème, un petit appareil photo, mais seulement si vous désirez l'utiliser pour vous. Vous pouvez amener de la nourriture pour votre consommation personnelle uniquement, donc ce n'est pas dans le but de le revendre, puisque de toute façon, il y a des kiosques de bouffe un peu partout sur le site. Vous pouvez même amener de l'alcool, mais attention, les contenants en verre sont interdits. Vous pouvez amener des chaises pliantes, utiles pour ceux qui sont en admission générale. Vous pouvez amener n'importe quel article qui ne vont pas déranger les autres spectateurs. Vous pouvez amener aussi des poussettes pour les enfants, des déambulateurs et des fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite. Les cigarettes, les cigares et les cigarettes électroniques et ou vapoteuses sont permis sur le site. Mais en vertu de la loi sur le tabac, il est formellement interdit de fumer dans les tribunes, dans les loges et sur les terrasses et sur n'importe quelle autre aire fermée. Vous avez le droit d'amener une glacière et un sac à dos, mais elles doivent respecter les dimensions suivantes. La hauteur, elle doit être 9 pouces, la longueur 18 et la profondeur 10 pouces. Si vous êtes des détenteurs de billets en tribune, vous devez placer votre glacière ou votre sac sous le siège. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit? Tout ce qui est échelle et escabeau, article de verre, parce que si jamais ça éclate, ce ne serait pas intéressant de voir quelqu'un se faire mal, prendre un tesson de verre et de saigner. Les armes à feu, les armes blanches et tout autre objet de nature dangereuse, les parasols et autres structures pouvant obstruer la vue des spectateurs et ou nuire à la sécurité. D'ailleurs, pour les parasols et parapluies, il est fortement conseillé d'acheter un ou des ponchos en cas de pluie. Ils en vendent aussi sur le site, mais sur l'île Sainte-Hélène, dans le tout nouveau pavillon d'information du parc Jean-Drapeau. Vous n'avez pas le droit d'amener des barbecues, du matériel électrique nécessitant l'usage d'une génératrice, des drones et des animaux à l'exception des chiens guides et des chiens d'assistance. Dans l'enceinte du site, il y a des casiers que vous pouvez louer afin de laisser vos objets précieux en toute sécurité.
il y a 3 zones dans le circuit où la location est possible. Le meilleur moyen de le louer est de le faire en ligne au gpcanada.ca afin d'éviter les files d'attente. Mais évidemment, vous pouvez le faire. Il y en a qui se retrouvent à la zone Sénat, qui se trouve pas très loin des S de Sénat, dans la zone parc où se trouve la plage Jean Doré, et dans la zone épingle, dans la zone familiale proche de l'épingle. Vous avez tout ce qu'il faut? Génial! Maintenant, il faut se rendre au circuit. Le moyen le plus simple et facile d'y accéder est avec le métro. Quand l'hymne Notre-Dame est à 5 minutes de la station Jean-Drapeau, c'est bien moins compliqué. Vous pouvez vous procurer différents titres de transport dans toutes les stations du réseau. Par exemple, un passage coûte 3,25 $ pour un maximum de 2 heures avec un passage métro inclus. 2 passages, donc un aller-retour, c'est au coût de 6 $. 10 passages singuliers au coût de 27 $. Une journée, donc 24 heures au moment de l'activation de la carte, 10 $. Week-end illimité, donc à partir de vendredi 16h jusqu'à lundi, 13,75 $. Et le forfait qui va être probablement utilisé, celui des 3 jours, donc utilisable jusqu'à 23h59 le 3e jour, au coût de 18 $. Pourquoi 3 jours, par exemple? Vous venez sur le site, vous avez la passe 3 jours, vous l'activez le vendredi, à n'importe quelle heure, vous pourrez l'utiliser vendredi, samedi et dimanche. Vous avez jusqu'à 23h59 minutes et 59 secondes pour utiliser le passage de 3 jours. Il y a 3 entrées pour accéder au circuit Gilles Villeneuve. La première se trouve à l'entrée du pont du Cosmos, qui se trouve proche de l'épingle Est, à l'entrée du pont de la Concorde, où les gens d'admission générale et ceux qui se trouvent dans les tribunes au virage 6 et 7 peuvent emprunter, et à l'entrée du Casino de Montréal, pour ceux qui sont dans les tribunes devant la ligne de départ, arrivée, et les S de Sénat. D'ailleurs, l'entrée du Casino de Montréal est accessible avec la navette du casino, la 777. Très concept d'ailleurs. Mais attention, il vous faut votre carte opus ou votre titre de transport pour la prendre. Donc, il faut choisir l'entrée la plus proche de votre tribune pour diminuer le temps de marche. Pour ceux qui sont en admission générale, arrivez tôt. Cela vous permettra d'obtenir les meilleures places disponibles, surtout le jour de la course. Le conseil que je pourrais vous donner est de ne pas vous garer au parc Jean-Drapeau, encore moins sur l'île Sainte-Hélène, l'île voisine du circuit Gilles Villeneuve. Mieux vaut se stationner en ville, proche d'une station de métro, parce que cela vous évitera bien des soucis. Une fois rendu sur le site, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez assister aux séances officielles de la Formule 1 et rester pour les courses de soutien. Cette année, il y en a 3. Il y a la Formule 1600 canadienne, des monoplaces diminuées d'ailerons. Je pense l'autre appellation aussi, c'est Formule Ford. Et dans cette série, on retrouve les légendes de la course automobile québécoise, Bertrand Godin et Didier Scranen, qui est une légende de la Formule 1600. On a aussi la Challenge Ferrari Amérique du Nord, ou nord-américain, un championnat avec des Ferrari 488. L'année dernière, il y avait l'acteur hollywoodien Michael Fassbender, qu'on a pu voir dans X-Men, qui avait participé à la ronde montréalaise et avait fini sur le podium dans cette catégorie. Fassbender est un grand amateur de course automobile et il a même prêté sa voix dans la narration du documentaire One, un docu sur la sécurité et le danger en Formule 1. Allez le voir, c'est très très intéressant. Et finalement, comme autre course de soutien, il y a l'IMSA Porsche GT3 Cup Canada, une série d'endurance réunissant des Porsche 911 de type GT3. Ou bien, vous pouvez, entre 2 séances d'essais libres du vendredi par exemple, participer aux activités suivantes sur le site. Il y a la zone familiale qui est proche de la tribune familiale, la 47.
Il y a la terrasse Heineken qui se trouve pas très loin dessous du pont de la Concorde ou des îles. On a la zone Parc et Cosmos entre les virages 9 et 10. Justement, quand vous passez la passerelle du Cosmos, il y a plein de kiosques, d'activités. Il y a la zone plage qui se trouve dans la plage Jean Doré avec plein d'activités, de la musique, etc. Et vous pouvez même visiter les paddocks des courses de soutien qui se situent en arrière de l'épingle au niveau du bassin olympique. Et j'en passe. Il y a même une petite catégorie Formule 1 eSports où vous jouez à F1 2018 et si vous avez le meilleur temps en course au cours de la journée, vous serez invité à visiter les paddocks. Donc vous aurez une passe pour être VIP. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'activité la plus populaire de la fin de semaine, la journée porte ouverte. Organisée le jeudi, les portes ouvertes sont une belle occasion de visiter la ligne des puits avec les écuries qui se préparent pour la manche du championnat du monde, les caméramans qui sont en train de placer leurs équipements, les écuries en train de... les ingénieurs en train de préparer leur pit wall, ainsi de suite. De plus, il y a une séance d'autographe avec les 20 pilotes qui est organisée. Mais je dois vous prévenir, l'ordre des pilotes est aléatoire. Je me souviens, en 2016, avoir eu la chance d'obtenir des autographes de Fernando Alonso et de Jenson Button alors qu'ils étaient avec McLaren. Mais surtout, c'est une belle occasion de découvrir les nouveaux paddocks et d'être impressionné. L'accès est tout à fait gratuit et cela commence dès 9h30. Encore là, arrivez tôt car c'est un événement très populaire auprès des fans et surtout si vous voulez obtenir l'autographe de vos pilotes préférés. Vous n'avez aucunement besoin d'avoir des billets pour le Grand Prix pour venir à la journée porte ouverte. Donc, si vous êtes un néophyte ou tout simplement un inconditionnel de la Formule 1, la journée porte ouverte est une bonne occasion de découvrir une certaine partie des coulisses du monde de la Formule 1 lors d'une fin de semaine de course. Et depuis l'année dernière, une nouvelle tradition s'est installée qui s'appelle la Grande Marche. Entre 18h et 21h, les fans peuvent fouler la piste du circuit Gilles Villeneuve qui aura été gommée par les F1 et les autres bolides. Mais il y a un coût d'entrée pour faire cette marche. À la prévente, c'est au coût de 45$ pour adultes. Pour les enfants de 4 à 11 ans, c'est 20$. Et pour les enfants en bas de 13 ans, c'est gratuit. Pour les prix à la porte, sous réserve de disponibilité évidemment s'il reste des billets, c'est 50$ pour adultes, 25$ pour les enfants de 4 à 11 ans, et c'est gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans. Tous détenteurs de billets pour participer à la Grande Marche vont recevoir gratuitement un billet dans la tribune 47 sur la longue ligne droite du casino pour la journée du vendredi. Tout l'argent ramassé seront amassés au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, une bonne occasion d'aider ceux qui ont des problèmes de cœur. Et c'est très important, un billet pour la Grande Marche ne vous permet pas d'accéder au site. Tous les participants doivent présenter leur billet pour la tribune 47 à l'entrée afin d'accéder à la plage. La plage Jean Doré, d'ailleurs, est le point de rencontre pour tous les participants qui vont pouvoir se rendre sur le circuit et marcher les 4,361 km du circuit Gilles Villeneuve. Sinon, il y a une panoplie d'activités au centre-ville de Montréal reliées au Grand Prix du Canada. Le plus notable est le Festival Grand Prix sur la rue Crescent, qui fêtera, d'ailleurs cette année, ses 20 ans d'animation. L'événement aura lieu sur la rue Crescent, mais aussi sur le boulevard de Maisonneuve, entre les rues Bishop et de la Montagne. La configuration en tant que telle va rendre le festival plus accessible aux visiteurs et beaucoup plus spacieux pour les partenaires, ceux qui vont organiser justement des activités, dont le fameux concours d'arrêt au puits qui, le jeudi,
aura des célébrités. On ne sait pas encore lesquelles, mais les gens vont pouvoir jouer au concours d'arrêt au puits. De plus, ça va permettre à la scène d'être ouverte sur 2 rues afin que les personnes puissent apprécier les performances artistiques des artistes qui vont se produire sur cette scène. Il y a aussi Formula Peel, un festival similaire à Crescent, mais un peu plus huppé. Dans le cadre du Grand Prix du Canada, les commerçants de la rue Peel vont se réunir pour organiser l'événement le plus prestigieux du centre-ville. On attend donc plus de 400 000 personnes, j'ai un petit doute en passant, pour circuler sur la rue Peel durant cette fin de semaine. Grâce à ses restaurants de renom, ses terrasses et ses boutiques haut de gamme, la rue Peel va assurer un succès à l'événement où il y aura plein de voitures de luxe, il y aura la mode, il y aura de la musique et de la gastronomie qui vont se mélanger dans une ambiance distinguée. Alors, à partir de ce lundi, la fièvre de la Formule 1 va s'installer à Montréal, si ce n'est pas déjà fait. Le Grand Prix du Canada débutera son programme avec la première séance d'essais libres de Challenge Ferrari le vendredi à compter de 8h55. Les essais libres de Formule 1 auront lieu à 10h et à 14h pour une durée d'1h30 chaque. Samedi, il y aura la 3e séance d'essais de Formule 1 à 11h pour 1 heure et les qualifications auront lieu à 14h divisées en 3 périodes, ce qu'on appelle des Q1, Q2 et Q3. La Q1 dure 18 minutes, la Q2 15 et la Q3 12. Le Grand Prix débutera officiellement dimanche à 14h10 pour une course de 70 tours avec tour de formation, avec une limite de 2 heures sans drapeau rouge. S'il y a un drapeau rouge, l'épreuve devra être complétée en 4 heures. Tout ça à cause de ce fameux Grand Prix du Canada 2011 où justement la course avait été interrompue pendant 2 heures et complétée en 4 heures. Pour plus d'informations, visitez gpcanada.ca et surtout, allez acheter vos billets avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qui conclut l'épisode numéro 7 du Bulletin F1. La semaine prochaine, nous reviendrons sur le Grand Prix du Canada 2019 et Brian Rimet, mon co-animateur, sera enfin de retour pour décortiquer cette épreuve qui me tient tant à cœur. N'hésitez pas à visiter bulletinf1.com pour nos chroniques, avant-courses et bulletins de notes de chaque Grand Prix. La balado-diffusion du Bulletin F1 est disponible sur Balado Québec ainsi que sur vos plateformes de podcasts préférées dont Apple, Spotify et Google Play Music. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sur nos comptes Twitter à le Bulletin F1, LEBULLETIN F1 et Facebook à facebook.com/bulletin F1. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur le Grand Prix du Canada, sur les meilleurs moyens, par exemple, vos conseils pour avoir une bonne fin de semaine au Circuit Gilles Villeneuve, ou bien même parler du Grand Prix, parler de l'actualité de la Formule 1 aussi. N'hésitez pas, nous sommes actifs à chaque semaine. Alors, je suis votre animateur Abdoussal et on se retrouve la semaine prochaine pour l'après-Grand Prix du Canada. On continue toujours à rouler avec le Bulletin F1. Bonne semaine du Grand Prix du Canada à toutes et à tous.